Aristote, le traité de l'âme. Livre 2, l'âme, les sens et les sensations. Chapitre 4, la faculté végétative ou nutritive. Quand on se propose de faire porter son examen sur les différentes facultés, il est indispensable de saisir d'abord l'essence de chacune d'elles et de ne rechercher qu'ensuite de cette façon les propriétés dérivées et les autres. Mais s'il faut définir ce qu'est chacune de ces facultés, par exemple ce qu'est la faculté intellectuelle ou la faculté sensitive ou la faculté nutritive, auparavant encore il faut établir ce qu'est l'acte de penser et ce qu'est l'acte de sentir, puisque les actes et les opérations sont logiquement antérieurs aux puissances. Et s'il en est ainsi, comme il faut encore avant ces actes avoir étudié leur opposé, c'est de ces derniers que toujours pour la même raison, nous devrons d'abord traiter, et par opposé j'entends l'aliment, le sensible et l'intelligible. C'est donc de l'aliment et de la génération que nous devons d'abord parler. En effet, l'âme nutritive appartient aussi aux êtres animés autres que l'homme. Elle est la première et la plus commune des facultés de l'âme, et c'est par elle que la vie appartient à tous les êtres. Ses fonctions sont la génération et l'usage de l'aliment, car la plus naturelle des fonctions pour tout être vivant qui est achevé et qui n'est pas incomplet ou dont la génération n'est pas spontanée, c'est de créer un autre être semblable à lui. L'animal, un animal, et la plante, une plante, de façon à participer à l'éternel et au divin, dans la mesure du possible. Car tel est l'objet du désir de tous les êtres, la fin de leur naturelle activité. Or le terme fin est pris en un double sens. C'est d'une part le but lui-même et d'autre part l'être pour qui ce but est une fin. Puisque donc il est impossible pour l'individu de participer à l'éternel et au divin d'une façon continue, par le fait qu'aucun être corruptible ne peut demeurer le même et numériquement un, c'est seulement dans la mesure où il peut y avoir part que chaque être y participe, l'un plus, l'autre moins. Et il demeure ainsi non pas lui-même, mais semblable à lui-même, non pas numériquement, mais spécifiquement. L'âme est cause et principe du corps vivant. Ces termes cause et principe se prennent en plusieurs acceptions, mais l'âme est pareillement cause selon les trois modes que nous avons déterminés. Elle est en effet l'origine du mouvement, elle est la fin, et c'est aussi comme la substance formelle des corps animés que l'âme est cause. Qu'elle soit cause comme substance formelle, c'est évident, car la cause de l'être est pour toute chose la substance formelle. Or, c'est la vie qui, chez tous les êtres vivants, constitue être, et la cause et le principe de leur vie, c'est l'âme. De plus, la forme de l'être en puissance, c'est l'entéléchie. Il est manifeste que, comme fin aussi, l'âme est cause. De même en effet que l'intellect agit en vue d'une chose, c'est ainsi qu'agit la nature, et cette chose est sa fin. Or une fin de ce genre chez les animaux, c'est l'âme. Et cela est conforme à la nature, car tous les corps naturels vivants sont de simples instruments de l'âme, aussi bien ceux des plantes que ceux des animaux. C'est donc que l'âme est bien leur fin. On sait que le terme fin est pris en un double sens, d'une part le but lui-même et d'autre part l'être pour qui ce but est une fin. Mais en outre, le principe premier du mouvement local, c'est aussi l'âme. Seulement, tous les êtres vivants ne possèdent pas cette faculté. L'altération et l'accroissement sont encore dus à l'âme. En effet, la sensation semble bien être une altération, et nul être n'est capable de sentir s'il n'a l'âme en partage. Il en est de même en ce qui concerne l'accroissement et le décroissement, car rien ne décroît ni ne croît naturellement qui ne soit nourri, et rien n'est nourri qui n'ait la vie en partage. Il y a un sujet dans lequel Empédocle ne s'est pas exprimé comme il convient. C'est quand il a ajouté que l'accroissement se produit chez les plantes vers le bas, par le développement de la racine, parce que la terre se porte naturellement dans cette direction, et vers le haut parce que le feu se porte de même dans cette direction opposée. En effet, Empédocle n'entend pas avec exactitude le haut et le bas. En fait, le haut et le bas ne sont pas les mêmes pour chaque être que pour l'univers, mais ce qu'est la tête aux animaux, les racines le sont aux plantes.
s'il est vrai qu'il faille juger de la différence et de l'identité des organes par leur fonction. De plus, dans ce système, qu'est-ce qui assure l'union du feu et de la terre se portant dans des directions contraires? Ils se sépareront. En effet, s'il n'existe pas quelques principes pour les en empêcher. Mais si ce principe existe, c'est lui qui est l'âme et la cause de l'accroissement et de la nutrition. Certains philosophes pensent de leur côté que la nature du feu est au sens absolu la cause de la nutrition et de l'accroissement, car il apparaît en fait que c'est le seul des corps ou des éléments qui se nourrissent et s'accroissent. Et dès lors, l'on serait tenté de supposer que, tant chez les plantes que chez les animaux, le feu est la cause opérative. Mais s'il est en un sens une cause adjuvante, il n'est pourtant pas une cause proprement dite. C'est plutôt l'âme qui joue ce rôle. En effet, l'accroissement du feu se fait à l'infini, aussi longtemps qu'il y a du combustible. Par contre, pour tous les êtres dont la constitution est naturelle, il existe une limite et une proportion de la grandeur, comme de l'accroissement. Or, ces déterminations relèvent de l'âme, mais non du feu, et de la forme plutôt que de la matière. La même faculté de l'âme étant à la fois nutritive et génératrice, c'est de la nutrition qu'il est nécessaire de traiter d'abord, car la faculté en question se définit par rapport aux autres au moyen de cette fonction. On pense d'ordinaire que le contraire est l'aliment du contraire. Non pas que tout contraire soit l'aliment de tout contraire, il faut pour cela des contraires qui ont non seulement une génération réciproque, mais encore un accroissement réciproque. Car beaucoup de choses s'engendrent réciproquement, mais toutes ne sont pas des quantités. C'est ainsi que le sain provient du malade. Il apparaît aussi que même ces derniers contraires ne sont pas réciproquement aliments de la même façon. L'eau, par exemple, est aliment du feu, tandis que le feu n'alimente pas l'eau. C'est donc surtout des corps simples, semble-t-il, qu'on peut dire que l'un des deux contraires est aliment et l'autre alimenté. Mais cette théorie soulève une difficulté. Certains philosophes soutiennent en effet que le semblable est nourri aussi bien qu'accru par le semblable. Les autres, ainsi que nous l'avons dit, admettent universellement que le contraire est alimenté par le contraire, attendu selon eux que le semblable ne peut pâtir sous l'action du semblable, tandis que la nourriture est changée et digérée et que le changement a lieu dans tous les cas vers l'opposé ou l'intermédiaire. De plus, ajoute-t-il, l'aliment pâtit sous l'action de l'alimenté, et non celui-ci sous l'action de l'aliment. De même que ce n'est pas le charpentier qui pâtit sous l'action de la matière, mais bien cette dernière sous l'action du charpentier. Le charpentier, lui, passant seulement à l'activité en partant de l'inaction. Mais qu'entend-on par aliment? Est-ce ce qui s'ajoute à l'être nourri en dernier lieu ou en premier lieu? Cela fait une différence. Si les deux sont des aliments, mais l'un non digéré et l'autre digéré, dans l'un et l'autre sens on pourra parler d'aliment. Car en tant que l'aliment est non digéré, le contraire est nourri par le contraire. Mais en tant que l'aliment est digéré, le semblable est nourri par le semblable. Par conséquent, il est clair qu'en un certain sens, ces philosophes ont les uns et les autres à la fois tort et raison. Mais puisque nul être ne se nourrit s'il n'a la vie en partage, ce qui est nourri, ce sera le corps animé en tant qu'animé, de sorte que l'aliment aussi est relatif à l'être animé, et cela non pas par accident. Mais la quiddité de l'aliment est autre que celle de l'accroissement. En effet, en tant que l'animé est une quantité, l'aliment est un accroissant, mais en tant que l'animé est individu et substance, l'aliment est une nourriture. Car la nourriture conserve la substance de l'animé, qui continue d'exister aussi longtemps qu'il se nourrit. De plus, l'aliment est l'agent de la génération. Génération non pas de l'être nourri lui-même, mais d'un être semblable à l'être nourri. Déjà, en effet, la substance de l'être nourri existe, et d'ailleurs aucun être ne s'engendre lui-même, mais il assure seulement sa conservation. Il en résulte qu'un tel principe de l'âme est une faculté capable de conserver l'être en tant que tel, qui la possède, et l'aliment ne fait que procurer à cette faculté son activité. Aussi, l'être privé de nourriture n'est-il plus capable de vivre? Comme il y a donc trois facteurs pour la nutrition, à savoir l'être qui est nourri, ce par quoi il se nourrit et ce qui le nourrit, d'une part,
Ce qui le nourrit, c'est l'âme. D'autre part, l'être nourri, c'est le corps qui possède cette âme. Enfin, ce par quoi il est nourri, c'est l'aliment. Et puisqu'il est juste de dénommer toute chose d'après sa fin, et que la fin est ici d'engendrer un être semblable à soi, l'âme première sera l'âme génératrice d'un être semblable à celui qui la possède. L'expression « ce par quoi l'être se nourrit » est prise en un double sens, qui est aussi celui de ce par quoi l'on gouverne. Autre expression qui signifie à la fois la main et le gouvernail. L'une étant motrice et mue, et l'autre mue seulement. Nous pouvons ici appliquer cette analogie en nous rappelant que tout aliment doit pouvoir être digéré, et que c'est le chaud qui opère la digestion. C'est pourquoi tout animé possède de la chaleur. Tel est donc schématiquement ce que nous avions à dire de l'aliment. Nous aurons des éclaircissements à donner plus tard à son sujet dans les ouvrages qui lui seront consacrés.